Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal d'information de ce vendredi 13 septembre. Au sommaire du jour, la colère des artisans qui ont bloqué plusieurs points d'accès à la ville ce matin pour réclamer une baisse des taxes. On évoquera aussi les journées européennes du patrimoine. C'est tout le week-end et cela fait 30 ans cette année que cela existe. Quel monument ouvert pour l'occasion? Quel lieu remarquable à découvrir? On en saura plus avec Hélène Campler, une spécialiste du patrimoine. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Une spécialiste du patrimoine toulousain. Donc, sport également, le Phoenix Toulouse Handball qui a frôlé l'exploit face au Paris Saint-Germain. Samuel Prieur reviendra sur le match. Il vous présentera aussi les temps forts du week-end sportif à venir. Enfin, un Toulousain qui voit son permis suspendu en rentrant chez lui à vélo. Nous reviendrons sur les faits de cette histoire cocasse. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer avec vous, Jean-Marc Lucas. Bonsoir. Bonsoir. On évoquera donc toutes les infractions que l'on ne soupçonne pas. Et voilà, la tactique du gendarme. On verra ça. Mais pour débuter, le ras-le-bol des artisans. Ce matin, ils ont bloqué plusieurs points d'accès à la ville. Dès 6h30, ils se sont retrouvés en fin de matinée à la préfecture où une délégation a été reçue. Ils demandent au gouvernement de ne pas passer la TVA réduite sur les travaux de 7 à 10%. Ils réclament aussi une baisse de cette TVA. Jérôme Bollock nous en dit un peu plus. On nous casse les briques, le message est clair, les artisans du bâtiment sont excédés. Qui dit augmentation de la TVA sur les travaux de rénovation, dit selon eux carnet de commande en berne. Actuellement la TVA est à 7%, elle pourrait passer à 10% au 1er janvier prochain. Les artisans ne veulent pas de cette augmentation et réclament même une baisse à 5%. Exemple chiffré avec des travaux coûtant 20 000 €. Si c'est 10%, de toute façon ce sera 2 000. Oui. Si c'est 7%, ce sera 1 000. On aurait donc un delta de différence de 1 000 € qui serait par rapport à la clientèle difficile à supporter et ces personnes-là vont réfléchir avant de faire leurs travaux. Alors là, juste sur la période jusqu'à la fin de l'année, on a pour l'instant un petit pic de suractivité à cause justement de cette TVA qui va augmenter. Donc les quelques clients qui n'étaient pas tout à fait décidés, ils se disent bon allez, on va le faire parce que sinon demain quand on va le faire, ça va nous coûter au moins 3% de plus. Les artisans réclament également des mesures contre la main-d'œuvre étrangère bon marché. Ils souhaitent aussi que les auto-entrepreneurs qui doivent uniquement reverser 20% de leur chiffre d'affaires au régime social des indépendants ne puissent bénéficier de ce statut qu'un temps. Il faut que ça soit limité dans le temps et que pour nous ce soit une concurrence normale et pas une concurrence déloyale parce qu'on n'est plus concurrentiel. Et comme nous disons, c'est même droit, même devoir. Parce qu'à un moment donné, devant les charges, il faut qu'on soit à égalité. De nouvelles actions pourraient être décidées lundi soir au siège de la CAPEB. Le département compte 10 000 entreprises artisanales du bâtiment. A noter que Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, sera en déplacement ce lundi à Toulouse pour inaugurer le congrès des voies navigables. Justice à présent, on en reparle d'AZF, mais dans un registre différent. C'est une affaire de fraude qui a été jugée par le tribunal correctionnel de Toulouse. Un avocat, Laurent Nakacha-Arfi, et un médecin, Abdelkader Aouli, auraient profité du drame du 21 septembre 2001 pour se rémunérer sur des demandes en dédommagement. Le médecin se serait rendu dans les quartiers populaires où il rabattait alors contre de l'argent des soi-disant victimes vers l'avocat qui lui se chargeait des dossiers en indemnisation. Les deux hommes ont nié au procès avoir voulu s'enrichir. Ils écopent au final de peines de prison, 2 ans dont 1 avec sursis pour le médecin, 1 an avec sursis et 20 000 € d'amende pour l'avocat. On écoute le point de vue de Pascal Saint-Geniest, avocat et ancien bâtonnier du barreau de Toulouse. L'ordre des avocats est toujours préoccupé lorsque un avocat fait l'objet de poursuites de nature pénale et singulièrement de nature correctionnelle, en plus dans le cadre du dossier AZF, si on peut dire qu'il y a une sensibilité, une résonance particulière à Toulouse. Bien, s'il devait être condamné définitivement, évidemment, il aura, comme tout citoyen, à accomplir la peine qui aura été décidée par la justice, mais un avocat, parce qu'il répond à des exigences déontologiques, est également susceptible de faire l'objet de poursuites disciplinaires si le bâtonnier de l'ordre ou le procureur général décide de les engager. Ces poursuites disciplinaires qui sont alors confiées au conseil de discipline sont susceptibles d'entraîner pour cet avocat un certain nombre de sanctions qui vont de l'avertissement, passant par l'interdiction disciplinaire et jusqu'à éventuellement la radiation.
Voilà, mobilité à présent avec un rassemblement hier soir, place du Capitole de l'association Vélo et de la Maison du Vélo. Le but, lutter contre les chicanes qui ralentissent la circulation. Elles sont trop nombreuses à leur goût à Toulouse et notamment les bords du canal. Les chicanes aux ralentisseurs de ce type n'en finissent plus de faire grincer les cyclistes toulousains. Elles ont pour but de ralentir le flux des vélos sur la piste et d'empêcher les scooters de circuler. Mais pour l'association Vélo, c'en est trop. Les 38 chicanes situées majoritairement le long du canal du Midi leur gâchent la vie. Quand on fait des déplacements pendulaires journaliers, on a envie de se déplacer rapidement et confortablement. Et si on doit mettre pied à terre tous les 50 mètres, le temps de parcours il ne va plus être le même et on ne va plus avoir le même intérêt à faire de l'eau sur la piste. La mairie, de son côté, entend parfaitement l'argument. Les nouveaux aménagements ne pourront plus comporter ce type de chicane puisque ça ne fait plus partie de notre charte technique d'aménagement. Il subsiste des chicanes à enlever dans des endroits symboliques, je pense en particulier au canal du Midi. Tous s'accordent toutefois à dire que certaines chicanes installées sous les ponts, par exemple, doivent subsister pour raison de sécurité. Et la sécurité routière impliquant des vélos, il en est question dans ce fait divers qui remonte à juin. Après une soirée bien arrosée, un homme ivre décide de prendre un vélo Toulouse au lieu de sa voiture. Contrôlé par des policiers, il écopera d'une suspension de permis pour 4 mois et d'une amende. Le juge a estimé que lui supprimer son permis c'était la bonne chose. Peut-être aurait-il fallu plutôt l'orienter vers un suivi psychologique s'il y a des problèmes avec l'alcool. Quid de l'expérimentation strasbourgeoise qui vise à diviser par 2 l'amende des cyclistes car il mettrait moins en danger la vie des autres que les automobilistes. Alors Jean-Marc, on vient d'entendre la fin de ce sujet. Expliquez-nous, un vélo n'est pas une voiture. Comment expliquer dans ce cas une telle sanction? Alors il faut savoir une chose que peu de gens savent, un vélo est un véhicule. Toute personne qui conduit un vélo est donc un conducteur. Il est soumis aux lois du code de la route. Et forcément, si vous faites une infraction au code de la route, là c'était conduite en état d'ébriété, forcément vous pouvez être arrêté par la police. Donc lui évidemment, il s'est dit je ne vais pas rentrer ivre avec mon véhicule. Il a essayé de faire une bonne action. Malheureusement, il peut mettre sa vie en danger et mettre la vie d'autrui en danger. Alors il faut savoir que comme c'est un véhicule qui n'exige pas de permis de conduire, on ne peut pas lui retirer de points. Par contre, on peut lui suspendre son permis. Là, il a eu une suspension pour 4 mois de permis. Et c'est un juge, c'est à son pénal qu'on lui dit. Et aussi, il a évidemment une amende. Alors, y a-t-il d'autres situations où l'on risque comme ça d'être verbalisé alors qu'on pense finalement que ça va bien se passer? Alors, il y a plusieurs situations plus ou moins farfelu. Nous avons téléphoné à Éric de Comont, qui est président de l'association des avocats de l'automobile à Paris, c'est le spécialiste. Alors, on peut avoir plein d'amendes en étant ou non sur un vélo. Alors, vous dites, tiens, je suis ivre, je ne peux pas prendre un vélo Toulouse maintenant, parce que finalement c'est interdit. Sinon, je suis là aussi en état d'ivresse en conduite. Je vais aller à pied. Sauf que vous avez ébriété sur la voie publique, ivresse. Donc là, c'est 90 € d'amende. Alors, on sait pas une chose aussi, c'est que dans tout le système juridique du code de la route, il est interdit de boire, quel que soit ce que vous buvez, de l'eau, de l'alcool ou du jus d'orange, et de manger dans une voiture. Vous n'avez pas le droit de manger dans une voiture comme vous conduisez. Vous devez avoir les 2 mains sur le volant, prêts à rétrograder ou prêts à accélérer ou prêts à éviter quelques véhicules que ce soit. Plus farfelu, vous pouvez être verbalisé parce que vous n'avez pas signé votre attestation d'assurance. Et encore plus farfelu, on peut vous verbaliser parce que vous n'avez pas le niveau assez haut pour le lave-glace. Bon, en quelques mots, il y a quelque chose qu'on peut constater souvent. On croise parfois les automobilistes qui ont un kit piéton, voire les 2 oreilles avec un kit piéton, enfin les 2 oreilles prises par un casque, ou un casque même audio. Alors qu'est-ce qu'ils risquent ces gens-là? Alors semble-t-il rien. Nous avons donc appelé Éric de Comont, cet avocat spécialisé dans le droit automobile. Lui-même avait un casque en nous parlant en voiture. Il a dit, écoutez, tant que le niveau sonore ne m'empêche pas d'appréhender ce qu'il y a autour de moi, ça fonctionne. Donc a priori, on peut avoir un kit piéton et pas forcément un kit main libre en voiture. Mais attention, parce que la tactique du gendarme, c'est d'être là toujours où on ne l'attend pas. Donc on peut peut-être se faire avoir si on n'est pas assez subtil. Ok, bon, on redoublera de vigilance. Merci Jean-Marc. De rien. Est-ce que les skates ou les rollers vous intéressent? On n'a pas le temps pour les skates et les rollers, on y reviendra peut-être. Sachez que ce n'est pas un véhicule, ça c'est important. D'accord, ok, bon, mais ça c'est une information. On parle avion plutôt alors. On va parler avion effectivement, parce qu'on va ouvrir maintenant la page patrimoine de cette édition, 22 septembre 1913, 22 septembre 2013. On s'apprête à fêter le centenaire de la traversée de la Méditerranée par le fameux Roland Garros. C'était dans les airs, à bord du Morane Saulnier, un avion qui est resté mythique et que l'association toulousaine Réplique Air a reconstruit à l'identique pour réitérer l'exploit du pilote. Sophie Voinis nous en dit un peu plus.
2 roues à rayons, une paire d'ailes en toile, un moteur à hélice. Au début de l'aviation, avec rien, si ce n'est du courage, ont réalisé des exploits, comme Roland Garros le 22 septembre 1913 lorsqu'il relia pour la première fois Fréjus à Bizerte en Tunisie. Je pense qu'il faut être un peu fou quand même. Mais ces gens-là avaient quand même du bon sens. La preuve, c'est qu'ils arrivaient à voler sur ces avions avec très peu d'heures de vol. Et je pense qu'ils avaient un sens de l'aéronautique que l'on a peut-être perdu parce qu'on a des centres de météo, on a des gens qui nous calculent tout. Et je pense que Roland Garros avait quand même une idée de la météo, avait une idée des performances de son avion. Je pense qu'il ne s'est pas lancé tête baissée à travers la Méditerranée, sinon il ne l'aurait jamais traversé. Cet été, sur l'aérodrome de Auch, le Morane-G a enchaîné les vols d'essai. 4 pilotes différents se sont relayés et avec les membres de l'association réplicaire, ils ont peaufiné les derniers détails. Le 22 septembre prochain, si la météo le permet, le Morane-G décollera de Fréjus vers 7 h du matin, survolera la Corse et la Sardaigne pour venir se poser 8 heures plus tard sur la base militaire de Sidi Ahmed, au sud de Bizerte, en Tunisie. Alors, c'est l'occasion de signaler que dans votre Aerospace Mag cette semaine, Sophie Voinis, la même Sophie Voinis, elle reçoit justement l'association Réplicaire. Nous poursuivons notre page patrimoine avec vous, Hélène Campler. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes actuellement directrice adjointe de l'Office de tourisme de Toulouse. Vous êtes également guide conférencière. Vous créez parfois... Je l'ai été. Je ne le suis plus. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas cumuler. Vous continuez à créer des itinéraires touristiques dans Toulouse. Ça fait partie de vos occupations ou pas? On essaye effectivement de faire en sorte que l'ensemble du patrimoine soit découvert et pas seulement l'hypercentre historique. Donc, il y a beaucoup à faire. Bon, alors en ce week-end de fête du patrimoine, qu'est-ce qui est spécifiquement ouvert? Qu'est-ce qu'il y a de remarquable à voir en gros? Alors, dans les idées, effectivement, que l'on peut retenir sur les journées du patrimoine, on a des monuments, peut-être que les gens ne vont pas penser à aller voir, comme le château de l'Espinay, par exemple. Donc, le château de l'Espinay, il est dans le complexe scientifique de Rangueil. C'est un château qui était dans le gardiage de la ville, qui a été créé au XVIIIe siècle, puis reconstruit au moment du Second Empire, qui a été relié également aux grandes familles toulousaines, comme la famille Courtois, qui a été occupée par la famille Latécoère. Donc, vous voyez, on fait des liens entre les choses, et qui a été ensuite réquisitionné et qui est passé au ministère de l'Éducation. Donc on peut visiter le château, on peut visiter aujourd'hui également les installations sportives, puisque c'est le Krebs qui est installé depuis fort longtemps, et puis également le parc et l'arboretum. Donc c'est quelque chose d'assez sympathique. Un mot également sur un endroit qui est peut-être plus connu, du moins extérieurement, c'est l'hôpital Marchand. Alors qu'est-ce qu'on peut découvrir Alors l'hôpital Marchand, effectivement, peut-être que les Toulousains ne savent pas toujours que c'est un monument patrimonial extrêmement important, en fait, qui est dû à un grand architecte qui s'appelle Esquier, qui a été fait à la moitié du XIXe siècle. C'est une architecture néoclassique monumentale, avec une grande porte d'entrée, avec des ailes monumentales qui accueillaient les patients, hommes et femmes. C'était aussi quelque chose d'extrêmement avant-gardiste dans les techniques et les pratiques véritablement de soins aux personnes atteintes de troubles psychologiques. Il y a également une chapelle néo-gothique, il y avait des ateliers de travail. Magnifique, hein, si je puis permettre, j'ai eu l'occasion de les visiter. On a l'impression d'être dans un décor de cinéma. Oui, voilà, donc ça c'est effectivement quelque chose d'assez exceptionnel à visiter à l'occasion des Journées du patrimoine. Quelques mots également sur le théâtre Garonne, mais qui là se révèle sous un autre jour. Expliquez-nous. Alors le théâtre Garonne, il faut savoir que c'est une ancienne station de pompage des eaux de la Garonne. Donc il y a tout un système de machinerie, de réseau d'alimentation d'eau, etc. Quand c'est devenu le théâtre Garonne, c'est-à-dire le projet date de 1988, on a réutilisé en fait ces éléments. Donc on peut les voir, notamment il y a les loges des artistes qui sont installées en sous-sol. Donc c'est assez insolite. C'est totalement secret, hein. Tout un souterrain court le long de la route, me semble-t-il. Oui, oui. Bon, on a évoqué tout à l'heure Roland Garros, il se trouve qu'il y a aussi de quoi voir côté modalité de transport, enfin moyen de transport. Il y a une petite thématique sur ce week-end là qu'on peut dégager, expliquez-nous. Oui, si vous permettez, je voulais juste dire un mot sur la possibilité qu'on a de voir le Salon Rouge également. Ah, le Salon Rouge, exactement, voilà. À la mairie. C'est-à-dire le Salon Rouge, en fait, ça a été le bureau officiel du maire pendant fort longtemps, hein, jusqu'en 1983, c'était le bureau officiel du maire avec un décor Second Empire en velours rouge, d'où le nom. Ouais. À partir de 83, le bureau du maire est devenu une pièce plus modeste, hein, à côté. Pierre Cohen est toujours installé dans ce bureau. Et alors on visite
quand même un bel endroit. D'abord, c'est un endroit un petit peu officiel, institutionnel, que les gens, évidemment, n'ont pas l'habitude de fréquenter. Il y a des décors stuqués, une cheminée monumentale, des œuvres d'art. Et puis, on passe devant le bureau du maire avec un petit clin d'œil à Jaurès, puisqu'on a une photo de Nadar, le buste de Jaurès. Alors, plus rapidement, parce que le temps file malheureusement, sur cet aspect transport, on va évoquer donc un bus historique qui permet de découvrir... il permet de découvrir quoi exactement? En fait, sur la ligne 16, entre la Cité de l'Hers et les 7 deniers, vous avez un bus historique, un ancien bus qui vous permet effectivement de rejoindre les 7 deniers. Et là, vous avez une expo sur le transport à Toulouse depuis 150 ans. Donc, c'est toujours un sujet d'actualité et passionnant. Et alors, une particularité sur un endroit qui est quand même très connu, qui est donc la basilique Saint-Cernin. Là, c'est l'occasion de découvrir une petite spécificité. Expliquez-nous ce qu'il en est. Alors, ce qui s'est passé, c'est que saint Thomas d'Aquin, qui est lié en fait à l'église des Jacobins au départ, au moment de la Révolution, ces reliques ont été transportées à la basilique. La basilique Saint-Cernin, dans la chapelle d'Axe. À cette occasion, on a marqué le sol, effectivement, d'un sigle ST. Et ce sigle, en fait, a inspiré fortement le Stade toulousain. Et donc, on peut dire qu'il y a un lien entre saint Thomas d'Aquin et le Stade toulousain. Bon, on connaissait la Vierge Rouge, c'était la fameuse équipe invaincue du début du XXe siècle du Stade toulousain. Maintenant, il y a un deuxième lien, donc... Faut-il mettre un cierge pour que le Stade toulousain gagne? Alors, ça tombe bien, on va évoquer justement cet aspect-là, l'aspect sportif avec ce Stade toulousain qu'on retrouvera ce week-end face à Biarritz. Mais pour débuter la page sport, on revient sur le très beau match du Phoenix Toulouse Handball. C'était hier soir au Palais des Sports et Samuel Prieur nous en dit plus. Le Phoenix a 2 doigts d'une splendide performance. En ouverture du championnat de handball, les coéquipiers de Jérôme Fernandez ont fait match nul 29 partout contre le champion de France en titre, le Paris Handball. En 2 mots, décomplexé et réaliste. Devant un public euphorique hier soir, Jérôme Fernandez, auteur de 9 buts au Palais des Sports André Brouat, a parlé du début d'une belle aventure. Et l'aventure aurait même pu commencer avec une victoire si ce pénalty à 20 secondes de la fin du match n'avait pas été dévié par le gardien parisien. Reste que ce résultat est prometteur. Le Phoenix Toulouse Handball a proposé un spectacle de qualité aux 4000 spectateurs. Il faudra bonifier ce résultat, explique l'entraîneur Joël Da Silva. Une possibilité dès mercredi prochain à Dunkerque, le vice-champion de France. Place au programme sportif du week-end, un week-end qui promet quelques embouteillages dans la Ville Rose. Samedi après-midi, le TFC et le Stade toulousain joueront à domicile à 1h30 d'intervalle. Le TFC entamera sa 5e journée de L1 dès 17h au Stadium contre l'Olympique de Marseille. Un match de gala évidemment, mais un match de tous les dangers pour les hommes du coach Casanova. Les Violets, actuellement lanterne rouge du championnat, ne partent pas favoris de cette rencontre, loin de là. Et c'est peut-être la lueur d'espoir pour les Toulousains, car ils ont souvent déjoué les pronostics ces dernières saisons. À 90 minutes de l'exploit, face à l'OM, une première victoire lancerait définitivement l'année des Violets. Du côté du Stade toulousain, c'est l'heure du rachat. Samedi à 18h30, le Biarritz Olympique se présentera à Ernest Vallon. Un adversaire en plein doute puisque le BO occupe la dernière place du top 14. Le doute, les Rouges et Noirs connaissent aussi. La claque reçue à Montpellier a sans nul doute laissé des traces. Plus que cette défaite 25-0, il est indéniable que le Stade toulousain vit le plus mauvais début de saison de son histoire depuis la création du top 14. Pour retrouver un brin de sérénité, les Toulousains se doivent de poursuivre leur sans faute à domicile. Objectif, retrouver un rang digne de leur standing au classement. Voilà, avant de conclure, on revient avec vous rapidement, Hélène Campler, parce qu'on a oublié de montrer 2 brochures intéressantes, alors montrez-nous. Oui, voilà, juste dire que l'ensemble des sites et des visites proposées dans le cadre des Journées du patrimoine, vous pouvez vous procurer le programme à l'Office de tourisme et dans certains autres lieux. Et qu'on a également Canal en fête, à l'occasion du World Canal Conférence, et puis des Journées du patrimoine au Port Saint-Sauveur. Ok, voilà, on aura été un petit peu plus complet. C'est la fin de cette édition. Lundi, c'est Sophie Voignis que vous retrouverez à cette même place. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end à tous.